parle pas toujours au début parce que ça nécessite de comprendre beaucoup de choses pour en parler. Vous savez, dans toutes les époques, en fait, on a toujours cru qu'on pouvait juger les époques précédentes, mais on ne sait pas juger sa propre époque, parce qu'on est dedans. Et on s'aperçoit 20 ans après qu'on était comme ci, qu'on était comme ça. On peut lire des Paris Match sur les 68, tout ça, puis on dit « Ah ouais, c'est vrai, on pensait tout ça. Ouais. » Voilà, pour ceux qui sont... Enfin, moi j'étais un peu jeune à l'époque, mais... On peut voir des clichés qui sont pris par les journalistes d'une époque, qui sont des témoignages, on se dit « C'est dingue, ça marchait vraiment comme ça, on fonctionnait comme ça. » Mais quand on est dedans, on ne le voit pas. Donc l'un des problèmes qu'on va avoir, que ce soit pour les astrologues, et pour tous ceux qui étudient en fait, les énergies, c'est l'un des avantages de l'astrologie, c'est qu'on peut étudier l'ambiance d'une époque, alors qu'on est dedans. Alors ça a des limites, bien sûr, parce que ça dépend dans quelle époque on est. Il se trouve qu'on est dans une époque très spéciale où il y a beaucoup d'énergies nouvelles en même temps qui arrivent, ce qui fait que c'est très difficile d'étudier en fait notre époque sans utiliser une astrologie nouvelle. Donc on est un peu embêté. C'est-à-dire qu'en fait il faut à la fois utiliser une astrologie nouvelle, parce que si on utilise l'ancienne astrologie, on va être rapidement limité pour la compréhension de certains phénomènes qui sont indéniables, qui apparaissent devant nous. Et pour créer cette nouvelle astrologie, il faut tout un travail qui demande de s'abstraire. Pour qu'une création soit valable, il ne faut pas qu'elle soit limitée par les illusions, justement, qui apparaissent dans le collectif à ce moment-là. Donc, je dirais, c'est tout un art ou toute une science, ou les deux à la fois. Il faut pouvoir faire ces deux choses à la fois. Heureusement, il y en a d'autres qui le font, donc ce qui fait qu'on peut dire que l'histoire de Proserpine n'est pas nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, par exemple Jean Carteret, dès les années 20-30, je crois. Non. Il est des années 30, oui, c'est ça, non. Donc il a fait ça dans les années 50, oui, c'est ça. 40, non 50, disons, ouais, jusqu'à 70. Jusqu'à 70 oui, il est mort, oui, moi il a fait des conférences encore en 75. Bon, il en a beaucoup parlé, mais je croyais qu'il avait commencé assez tôt, parce qu'il avait quel âge quand il est mort, il avait 70 Oui, il est né dans les années 1910-15. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il a commencé assez tôt. Il ne pouvait pas publier en 1920. Non, mais il n'a rien publié au début. Hein. Non, mais même, il avait 15 ans, il avait 10 ans. Oui, c'est plutôt les années 30, c'est ça. Non. Avec 40. Ouais, 30-40. Non, 40. Non, même au cas. Ouais, 40. 40 bon, aussi. alors, je parle pas publication, hein, je parle de ça. Non, mais même, enfin, je veux dire, il n'était pas encore. Okay. Il a commencé. Non, je ne sais pas trop les dates. Enfin, tout ce que je peux être sûr, c'est que bon, c'est l'un des premiers, avec Eugène Rudyard, à avoir parlé de Proserpine. Il a vu qu'il y avait un manque dans le système solaire dans les divers couples qu'on trouvait, par exemple Saturne-Jupiter, Soleil-Lune, Vénus-Mars, il y a des couples comme ça. On pourrait parler d'une astrologie taoïste, c'est-à-dire de différentes couples yin-yang à chaque fois qui s'associent. Et à chaque fois, on peut trouver un contraire, en fait, j'ai encore très mal aux yeux, un contraire, en fait, qui permet d'analyser, en fait, mieux la planète en face. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a découvert Neptune, on s'est aperçu que c'était le contraire d'Uranus. Et en découvrant que c'était le contraire d'Uranus, on a pu mieux comprendre Neptune. Par exemple, Uranus était très direct, flamboyant, des fois dictatorial, mais également génial. C'est ce qui est apparu dans les années 1770, 80, 81, découverte. Donc je parle de la période, hein, la découverte elle-même c'est 1781, mais c'est toute une période pendant laquelle il apparaît, en fait au niveau vibratoire, puis il apparaît visuellement en 1781. Une planète apparaît vibratoirement avant qu'elle apparaisse visuellement, elle est ressentie avant, par des gens qui la ressentent. Si on prend des gens comme Rousseau et tout ça, ils ont complètement senti Uranus bien avant qu'il apparaisse. Donc, il a donné sa longueur d'onde, il a permis la Révolution française, la Révolution américaine, au niveau politique. Au niveau intérieur, il a permis des écrits comme ceux de Rousseau, le contrat social, l'idée de... toute l'idée franc-maçonnique aussi qui apparaît, qui explose plutôt, elle était déjà apparue avant, mais qui explose à l'époque, l'idée de liberté, égalité, fraternité, d'un avènement de l'être humain, de l'individu humain. Donc l'individu est très très mis en avant tout d'un coup, il y a une espèce de renaissance de l'individu. Et curieusement, dès qu'on passe dans le 19e siècle, ce 18e siècle extrêmement libertin, original, individualiste, qui revendique le droit de la renaissance de l'individu, ce qui va faire tomber les rois et les hiérarchies, enfin dans certains pays, pas partout,
va être compensé au XIXe siècle par un retour du collectif. C'est-à-dire, il va y avoir des grandes messes collectives. On peut penser que un retour de certaines spiritualités qui reviennent. Il y a beaucoup d'apparitions mariales pendant le XIXe siècle. Enfin bon, on a mis ça de côté parce qu'on se dit c'est des bêtises, mais c'est quand même assez fort pour la plupart des gens à l'époque. Ils se disaient, tiens, on a des preuves que Dieu existe parce qu'il y a Marie qui est apparue là et là. Il y a une espèce de... Après les guerres napoléoniennes, où l'aspect uranien a été porté dans son excès, c'est-à-dire le dictateur qui se nomme lui-même empereur, et qui se dit empereur presque de droit divin, mais ce droit divin, c'est celui de l'individu, c'est plus le droit divin par une hiérarchie ou comment on appelle ça, une famille, qui serait bénie par le pape. C'est lui-même qui se décrète, voilà. Et la nouvelle divinité, c'est un être universel, c'est plus Jésus ou le Vatican, c'est un être universel, on s'arrange avec ça. Et Neptune donc a récupéré l'énergie, l'excès de l'énergie uranienne pour la calmer, pour dire, alors on a eu une espèce de, alors qu'il y avait une grande clarté, une seule direction uranienne extrêmement forte, extrêmement unidirectionnelle. Avec Neptune, on a eu plein de directions différentes. Dès que Neptune apparaît, on a 3 rois différents qui capitulent avec 3 républiques différentes. Enfin, c'est vraiment la panade. Le système politique change sans arrêt. Et on a l'apparition aussi d'une mentalité collective très très forte qui va être le communisme, qui apparaît, pas sous ce nom-là encore, puisque le manifeste du Parti communiste arrive en plein milieu du XIXe siècle, mais déjà il y a les aperçus comment il s'appelait, le copain de Saint-Just là qui a inventé le communisme, Babeuf, Gracchus Babeuf et tout ça, les travaux de Babeuf sont repris, Proudhon, Marx, Bakounine, tout ça c'est le 19e siècle, c'est des gens qui vont... Fourier aussi. Il y a des grandes utopies qui apparaissent, qui pensent qu'ils vont créer une nouvelle collectivité humaine. Donc on n'est plus sur l'aspect du collectif, alors qu'on était sur l'aspect de l'individuel. Et ça va faire qu'on va vouloir se laisser porter par un mouvement collectif. Ça, c'est Neptune. Voilà, ça c'est un exemple un petit peu de comment fonctionne le... Alors, ensuite, il y a une nouvelle planète qui est apparue dans les années 1905, qui a été découverte visuellement en 1930 seulement. Elle a été calculée en 1905, scientifiquement même. 1905, on sait, découvert la radioactivité, la psychanalyse, le début de certaines tentatives de nationalisme extrême. On a plusieurs ismes qui apparaissent très très puissants. Les ismes, c'est-à-dire fascisme, sionisme, nazisme, communisme. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas qu'ils n'existaient pas, mais le suffixe isme devient important. C'est-à-dire que l'idéologie devient extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'en fait, avec Pluton, on va croire dur comme fer à l'idée qu'on se fait de l'humanité et on va vouloir se battre pour. Donc on voit ce qui est arrivé par la suite. Évidemment, on peut parler d'une espèce d'hydre à 2 têtes qu'on peut retrouver dans la Bible. Moi j'appelle, souvent les gens disent souvent fascisme contre communisme. Bien sûr, c'est la manière dont la plupart des historiens vont résumer parce que ça nous paraît évident. En réalité, les 2 hydres sont encore vivants, ils s'appellent plutôt collectivisme et matérialisme. Donc ils ne sont pas si faciles que ça à voir. Collectivisme, c'est l'idée justement de gauche qui donne le communisme en excès, mais on peut retrouver ce collectivisme sous d'autres formes. Un supermarché, c'est une forme de collectivisme. C'est inventé comme ça. On met tout en commun, quoi. Sauf que ça va dans les poches de quelques-uns, au lieu que ça soit collectif, au lieu que ça soit dans la poche de la collectivité. Le matérialisme, le fascisme s'est calmé, le nazisme a montré son côté inhumain, et on a eu l'ultralibéralisme qui montre son côté inhumain mais caché. Mais c'est la même chose, c'est le matérialisme extrême qui vise uniquement au bienfait matériel, la main libre du marché, c'est-à-dire le renard libre dans le poulailler libre, vous connaissez l'histoire. Donc ça c'est vraiment la puissance plutonienne. Alors, Proserpine, lui, va apparaître, il est découvert en 83. Le 31 décembre 83, à Trieste, on découvre Proserpine on le voit. Alors, il y a certains qui me disent mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu depuis? Il se peut qu'on le reverra. C'est pas la première fois qu'on voit une planète et qu'on la perd. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si facile que ça à repérer parce que ça dépend de l'albédo. L'albédo, c'est le reflet du soleil sur la planète.
Et donc, si ce reflet est très très faible, c'est le cas apparemment de Proserpine, on peut très bien la perdre parce qu'il faut une trace sur les photos du ciel. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de 2005, alors qu'on avait plein de télescopes braqués sur l'univers depuis environ 60 ans, qu'on a découvert une dizaine, c'est parce qu'on a mis en série tous les ordinateurs du monde entier pour analyser les photos. Et c'est ça qui a fait la différence, c'est l'informatique. C'est pas du tout le fait qu'on ne les voyait pas. Elles sont vues, mais on ne fait pas attention. Quand vous avez des milliers de photos du ciel et que vous avez un petit point noir clair sur fond noir foncé, vous ne pouvez pas savoir si c'est pas une erreur de la photo, quoi. Ou je sais pas, une crotte de mouche. Donc c'est de cet ordre-là une découverte astronomique actuellement. Donc c'est très difficile. On va plus facilement voir une planète qui brille à des milliards d'années-lumière parce qu'il y a la lumière qui est envoyée qu'une planète dans le système solaire qui ne renvoie pas de lumière du tout. Parce qu'elle a des roches, mettons, à la surface et non pas un lac de méthane ou quelque chose comme ça. Si c'est un lac de méthane ou un lac d'un autre gaz, ça va réfléchir un peu de lumière. Comme une vapeur d'eau, quoi, hein, qui réfléchit le soleil. On voit les nuages sont blancs, donc ils renvoient la lumière. Mais si c'est des roches noires, ben on est mal barré, quoi. Si c'est une planète de Chundit, ben, on risque de ne pas la découvrir tout de suite, quoi, évidemment. Surtout si elle est très loin du soleil, quoi. Donc c'est ça le principe. Donc, on la découvre à ce moment-là, on trace son chemin, on voit qu'elle est à 5,42 Gémeaux, comme on la découvre, et on voit qu'en même temps, dans mes systèmes, il y a un trigone de Bacchus à Neptune, au moment de la découverte, ce qui veut dire que cette planète va être assez double. Elle est en Gémeaux déjà, c'est double, et le fait qu'elle fasse un trigone entre la divinité neptunienne et Bacchus, qui a un peu l'aspect plus, qui peut être chamanique dans son côté positif, mais qui est souvent un peu diabolique, c'est-à-dire qui joue souvent sur le pouvoir, justement. Un trigone en signe de feu entre Neptune et Bacchus indique que cette énergie va pouvoir être le pire comme le meilleur. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir transporter aussi bien des pouvoirs abusifs que des pouvoirs divins. Donc on est dans une nouvelle ère, et on a vraiment un espèce de choix. C'est pas comme dans Pluton où on n'avait pas le choix. Karma collectif, tout le monde y passe. Tout le monde fallait se ranger d'un côté ou de l'autre, quoi. Là, ça va être plus fin, plus individuel, ça va être subtil. On va pouvoir confondre des forces divines avec des forces diaboliques, ou inversement, des forces diaboliques avec des forces divines, et ça va être un peu mélangé, quoi. Voilà déjà ce que moi je vois dans le thème dès le départ, sans aller creuser plus loin, hein. C'est pas la peine non plus. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on va pas faire le thème parce qu'il n'y a pas des astrologues, donc c'est pas la peine, mais on va regarder par contre comment... On a le droit de regarder quand on découvre une planète où est-ce qu'elle était avant. Puisqu'on a découvert avec Uranus, on a pu repérer l'effet d'Uranus dans les thèmes de Rousseau, dans les thèmes de Léonard de Vinci, très très clairement. Donc si Uranus est actif 3-4 siècles avant, Proserpine aussi. Simplement, elle devient, quand on la découvre, active collectivement. Alors le temps qu'on la découvre réellement, c'est-à-dire que la NASA tiens, il y a quelque chose là, on va voir, mais en attendant, elle est juste découverte par les astrologues qui ont vu sa vitesse déjà. On a eu suffisamment de photos pour voir sa vitesse. Le temps que la déclaration se fasse, ils l'ont perdu, puis voilà, c'est terminé, depuis on ne sait plus où elle est. Elle est plus loin que Pluton? Oui, beaucoup plus loin. Elle est beaucoup plus loin, et j'ai cru quand on avait découvert Iris que c'était elle. Mais en fait, elle n'est pas dans le même endroit du tout, et en fait, Iris n'a pas du tout le même cycle. Elle a un cycle de 375 ans. Donc vous voyez, plus une planète est lente à faire le tour, ça veut dire que plus elle est loin. Hein. Plus une planète est proche, plus elle va vite. Hein. Sinon, vous savez que la planète adapte sa vitesse à la distance. Hein. C'est la loi de Newton. Donc si elle fait 375 ans, c'est qu'elle est beaucoup plus loin que Pluton, qui fait 250 à peu près, 260. Mais elle est plus proche que Eris, qui elle fait 547, je sais plus, j'ai plus les chiffres ici. Hein. J'ai très peu de mémoire des chiffres, donc faites pas attention. Mais je les ai là, de toute façon, les chiffres, hein, pour ceux que ça intéresse. Bon, on ne va pas les donner, mais s'il y en a qui les veulent précisément, ils sont là. Hein. Voilà, ils sont vraiment très très clairement. Voilà, on verra ça. De toute façon, 75 ans, c'est approximatif, puisqu'on n'a eu que quelques 3 points. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu comment elle s'est baladée. Quand on voit, alors, déjà son nom, c'est curieux, Proserpine, on peut l'appeler, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, vous allez retrouver un petit bouquin qui est de Robert Amblin qui s'appelle Corée. En fait, ne cherchez pas Proserpine, vous n'aurez que des balivernes à monter dessus. De même que si vous avez un programme d'astrologie, par exemple Auréas, sous Proserpine, si vous cliquez Proserpine dans Auréas,
il vous donnera le Proserpine qui a été calculé par Lasson. Or, je l'ai expérimenté pendant des années, il n'y a rien. Il s'est trompé complètement. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose qui passait à cet endroit-là, effectivement. Il a confondu avec un autre point qui était bien... Le problème, c'est que l'intuition, il faut qu'elle soit vérifiée dans le temps. Donc là, il s'est trompé. Donc le Proserpine, il a utilisé le nom pour lui, avec une erreur. Et du coup, l'autre n'avait plus le droit d'utiliser le nom de Proserpine. Donc du coup, ils l'ont appelé Corée. Corée, c'est un nom grec aussi qui veut dire la jeune fille. Et Proserpine, vous allez voir, c'est la jeune fille. Alors, Corée, K-O-R-E. Donc, si vous cherchez le bouquin de Robert Ambla, vous pouvez le trouver sur Internet ou au puce, il sera pas cher parce que tout le monde s'en fout, tout le monde croit qu'il n'y a rien à cet endroit-là et que c'est des bêtises. L'avantage de ce bouquin, c'est qu'il est complètement faux au niveau du discours qu'il y a dedans. Ça, c'est net maintenant. Il n'y a presque plus rien de vrai dedans parce que depuis qu'on a analysé Proserpine, on voit qu'elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc Robert Ambla s'est lancé en tant que pionnier, mais alors il a un peu loupé son coup. Peut-être par manque d'approche scientifique. Maintenant, l'approche scientifique pour les astrologues devient nécessaire, hein, parce que sinon on peut dire n'importe quoi rapidement. Donc il a un peu loupé son coup, il est passé à côté. Par contre, ce qui est le coup de maître qu'ils ont réussi, c'est qu'apparemment les positionnements qu'ils ont fait, ils ont donné des tables du bélier. Enfin, pour les astrologues, le positionnement est impeccable. C'est-à-dire que si on la place dans des thèmes même anciens, la vitesse donnée, c'est pas 374, c'est pas 376, il aurait pu y avoir une erreur de 4-5 ans, ça n'aurait pas été grave. Maintenant, apparemment, c'est à 3-4 mois après, c'est bon. Donc, ils ont tombé bon. Donc, on va dire qu'effectivement, il y a un point qui se balade là, et à chaque fois qu'il tombe sur une planète dominante de quelqu'un, il agit. Donc, c'est bien qu'il existe, parce que s'il tombe sur une ascendante de quelqu'un, et que la personne n'a rien d'autre à cet endroit-là, et que c'est le lever de Proserpine qui est sur l'ascendant, et que ça n'agit pas, c'est que ça n'existe pas. Alors que si ça agit, c'est-à-dire qu'on repère des effets dans le comportement de la personne qui ne correspondent pas à l'ascendant dans ce signe, mais qui correspondent à l'idée proserpinienne, que je vais décrire, ne vous inquiétez pas, et bien là on peut dire, tiens, il y a donc quelque chose à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on agit. Alors il faut vraiment faire des centaines de thèmes pour éliminer tous ceux qui ne correspondent pas et tomber sur des fois... mais il suffit des fois qu'il y en ait une bonne dizaine qui soient très parlants pour que ça suffise à dire, tiens, il y a quelque chose à cet endroit-là. On peut repérer aussi le passage en signe, c'est ce qu'on va faire. Alors voilà le passage en signe. Je ne sais pas par quoi je dois commencer, si je peux vous faire un petit peu aussi... on peut peut-être un peu aborder l'idée maîtresse avant de commencer sur ce qu'elle donne. L'idée maîtresse, c'est qu'elle vient rééquilibrer Pluton. Donc en fait, on va aller dans la mythologie avant de commencer. Comme ça va être plus simple, vous allez mieux comprendre. Dans la mythologie, Cérès se promène avec sa très jeune fille, qui a 16 ans et toutes ses dents et du monde au balcon. Donc elle est encore vierge, et oui, à l'époque, 16 ans, c'est encore possible. Donc elle est encore vierge et pleine d'avenir, quoi, et de promesses. Et donc c'est le printemps. Vous voyez, enfin tout le décor est posé, c'est le printemps, il y a des fleurs partout, une belle fleur gambade en robe légère avec sa maman qui la surveille de près, parce que c'est le printemps. Bon. Oui, il pourrait tomber dans un fossé, vous avez compris, avec toutes ces fleurs. Bon, voilà. Donc elle la surveille de près, et voilà qu'elle s'en va badifoler en cueillant alors il y a des jonquilles, il y a des iris, et il y a les fameuses narcisses aussi qui font un bouquet de toutes ces fleurs du printemps, quoi. Le narcisse, c'est pas pour rien, vous savez, le narcissisme, voilà. On peut penser à la jeune fille qui se sait très belle, parce qu'elle est dans la fleur de l'âge et que ça commence à sortir, et elle commence à savoir que ça fait de l'effet. Donc elle est comme ces fleurs qui viennent d'apparaître, qui disent « ça y est, l'hiver est fini, c'est sûr et certain ». Et malheureusement, vu d'en dessous, sa beauté est vue par le maître des enfers, il habite sous terre, hein, je précise. Hein, et lui, il n'a pas de femme pour l'instant, il a que des démons avec lui. Non, je plaisante, mais... Parce que les enfers les enfers grecs, c'est pas la même vision que pour nous. Les enfers grecs sont plus... il va me falloir l'heure, parce que j'y vais 1h01, ça m'étonnerait. Bon, ça fait rien. Il y a l'heure qui... Elle est là, ouais, d'accord. Ouais, merci, parce que j'avais le côté, mais ça va. Ouais. Donc, il la voit par en dessous, par son télescope, et puis il se dit, son périscope, il se dit, oh là là, la pitchoune, il me la faut. Et donc, au moment où elle s'approche de certaines fleurs magnifiques, qui sont d'un magenta merveilleux, on dit mauve magenta, elle dit, oh, qu'est-ce que c'est beau cette couleur, regarde maman, et c'est au pied d'un arbre mort. Un arbre mort. En fait, cet arbre mort, si vous avez vu, je
c'est Sleepy Hollow, c'est ça le film de Tim Burton, c'est ça? Oui. Où il y a une espèce d'arbre mort. Il représente vraiment cet arbre-là, l'arbre qui est la porte d'un monde souterrain, quoi. L'arbre de l'enfer, de Pluton. Et effectivement, au moment où elle va s'approcher de ces fleurs pour les cueillir, Pluton sort sur son char avec des chevaux noirs et lui dit « Toi, ma belle, viens !» Hop, il l'attrape par la taille, qu'elle est fort fine. Elle pousse des petits cris effarouchés, mais ça plaît encore plus à Pluton, qui se dit « Waouh, c'est génial !» Et donc, il s'enfonce avec elle dans les enfers, devant la mère médusée. C'est pas la méduse, hein, c'est Cérès, c'est sa mère. La mère hurle, elle a très bien vu ce qui s'est passé, mais elle a beau hurler, Pluton s'en fout, c'est un dieu, donc elle c'est une déesse, mais dieu, déesse, bon ben voilà, ça aurait été un humain, il aurait passé un seul quart d'heure, mais elle peut rien faire. Donc la suite de l'histoire, je ne vous raconte pas trop l'histoire de la Cérès, ça sera pour le cours d'astro demain, je vous raconterai l'histoire de Cérès, qui est une autre histoire. Mais ce qui est important, bon, c'est la mère va être désespérée, il y a toute une histoire avec justement comme c'est la mère de la terre, hein, c'est Déméter, Cérès Déméter, Méter, Mater, donc c'est Mater, ça donne aussi matière, ça a donné le mot matérialisme, matière, tout ça c'est la même racine, quoi. Donc la déesse de la matière ou la déesse mère, comme vous voulez. Mais c'est celle qui commande la surface du globe et donc qui préside à l'agriculture. Enfin, on va voir que de toute façon, à partir du moment où elle est désespérée, plus rien va pousser, on va avoir une terre dévastée. On verra que c'est pour ça que c'est la déesse de l'écologie. Si on veut avoir la terre dévastée, on a intérêt à s'intéresser à Cérès vite fait avant qu'il soit trop tard. Donc, mis à part l'histoire de Cérès, Proserpine va être invitée donc, à l'intérieur. Et vous avez un très bel aperçu de ça pour ceux qui ont vu le film Matrix numéro 2, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez la magnifique Monica Bellucci qui joue Proserpine avec le vilain acteur français. Lambert Wilson, c'est ça, qui joue Pluton, sous forme d'un espèce de trader ultra-libéral, complètement allumé par Pluton. Enfin, ouais, c'est vraiment Pluton, quoi. Et elle, complètement hyper sexy dans sa robe lamée, là, qui revendique une espèce de pouvoir. Le pouvoir absolu du féminin, quoi, la reine des enfers. Donc il va faire d'elle sa reine. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais on suppose que c'est pas un type très sympa forcément, quoi. Il y a un jeu de pouvoir, c'est-à-dire il va lui dire en gros, tu as intérêt à te laisser faire, je te ferai quelqu'un de riche, mais bon, je ne te laisse pas faire, tant pis, tu y viendras quand même, quoi. Il y a une espèce de chantage, elle finit par accepter cette espèce de faux couple, quoi. Alors surtout que pour la voir vraiment, il lui dit c'est pas grave, tu veux pas de moi au début, et il lui dit ben je vais te donner quand même à manger. Il lui donne une grenade, la grenade qui est un fruit très, très sensuel aussi, avec une couleur rouge. Et en fait, si on mange quelque chose dans l'enfer, on est obligé d'y rester. Elle ne le sait pas, en fait, elle se fait rouler à ce moment-là, quoi. Le rouge sang représentant une couleur qui est celle des règles féminines, qui est représentée. Le rouge représente souvent le féminin dans certains peuples, le blanc, la couleur du sperme, le rouge, la couleur des règles, pouvant représenter les deux couleurs féminines et masculines. On va retrouver des fois l'inverse, hein, parce que suivant qu'on est sur le plan physique ou le plan énergétique, ça peut s'inverser. Le blanc peut être vu comme celui de la lune, et le rouge comme celui du soleil couchant. Alors il y a des peuples qui ont résolu légèrement résolu le problème en disant ah oui, on veut 10 zones là soleil et des remontes lune. Bon voilà, on peut aussi dire comme ça. Mais en général, il semble assez clair que les valeurs solaires sont plutôt franchement masculines et les valeurs lunaires plutôt franchement féminines. Donc l'étude de l'astrologie de manière universelle, c'est-à-dire non délimitée par un peuple, chaque peuple fait sa soupe comme il l'entend, suivant la manière dont il veut donner l'accent sur quelque chose. Les Tibétains font beaucoup l'accent sur le travail des énergies. Donc tout leur système est presque annexé uniquement par l'idée d'énergie et de transformation des énergies. Ce qui fait que des fois, ils ne regardent plus trop ce qui se passe au niveau concret, ils s'en foutent puisque c'est illusoire. D'autres peuples, au contraire, sont beaucoup plus matérialistes et eux ne veulent pas voir ce qui se passe énergétique parce qu'ils voient le concret. Donc si on veut faire une astrologie universelle, il faut écouter tous ces peuples-là en même temps et essayer de tisser ça correctement. Parce que sinon, si on mélange, ça ne colle pas, c'est des plans différents. Donc voilà
Donc cette magnifique jeune fille, quoi. On va retrouver la même chose dans La Belle au bois dormant aussi, qui est un mythe proserpinien. Si je ne vais pas vous le raconter, La Belle au bois dormant, c'est ça aussi. Elle dort pendant 100 ans, puis elle est réveillée, elle se pique avec sa quenouille, c'est du sang qui coule. Elle file la quenouille, le coton est blanc, ça représente la pureté. Tout d'un coup, elle se pique avec, et le sang rouge sort. Évidemment, ça fait penser à la jeune fille, à son premier sang, comme on disait autrefois. Voilà, le premier sang qui indique qu'elle devient femme. Et donc on a le même mythe hein, dans le prince charmant qui va venir réveiller cette Belle au bois dormant. On a la force plutonienne, on a le petit chaperon rouge aussi. Bon, on ne va pas tous les raconter, mais il y a énormément de mythes qui sont proserpiniens, qui montrent la couleur rouge du petit chaperon pouvait représenter un autre petit chaperon qui est dans le sexe féminin et que je ne vais pas vous faire de dessin. Voilà, mais qui est rouge aussi. Voilà. Donc et le loup, on voit ce que c'est aussi. Hein. Le loup, c'est la force masculine qui est forcément plutonienne, quoi. Du point de vue de la jeune fille, c'est plutonien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est à la fois dangereux, inquiétant et attirant, quoi, dans le sens que c'est pas encore connu ni reconnu. Et donc, et puis cette valeur, le loup noir, fort, qui peut donc pénétrer, c'est le côté plutonien pénétrant, qui est un principe phallique, quoi. Donc voilà un petit peu le double Proserpine. On nage en pleine sexualité. Hein. Je rappelle que 1905, quand on découvre Pluton, c'est les premiers écrits de Freud sur la sexualité. Donc voilà, bon, je voulais brosser un peu le tableau de Proserpine. Il faut savoir qu'à un moment donné, sa mère va faire tellement des pieds et des mains pour la libérer, qu'elle va s'adresser à qui de droit, donc à Zeus et tout ça, qu'elle va finir par pouvoir la libérer. Le courage de la mère n'est jamais déçu. Et finalement, par arrangement mutuel entre Zeus, Mercure, qui fait le médiateur, évidemment, Mercure c'est le mental, entre le haut et le bas, entre le Dieu absolu qui est spirituel et le Dieu des enfers qui est les forces octoniennes, c'est-à-dire les forces de notre propre instinct. En fait, ces dieux, c'est nous-mêmes. Hein. Je raconte pas l'histoire de la Grèce ancienne, j'espère que vous êtes conscients de ça. Je raconte quelque chose qui se passe en vous tous les jours. Hein. Ça faut bien, sinon si vous ne suivez pas, j'ai préféré le préciser quand même. Donc, c'est donc Pluton en nous, cette force des enfers, c'est-à-dire la sexualité, qui est enfer, c'est-à-dire souterrain. Hein. Le mot enfer, après, à cause du judéo-christianisme, c'est devenu négatif, uniquement négatif. Chez les Grecs et les Romains, ça ne l'était pas. C'était ce qui est en dessous, ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas. Hein, à ne pas confondre avec l'enfer, avec le diable qui est enfer punitif. Là, tous les morts, qu'ils soient bons ou mauvais, allaient dans le monde des enfers, c'est-à-dire le monde caché, souterrain. Hein, on voit ça chez les Celtes aussi, par exemple. C'est resté chez les Celtes, je veux dire. Après, les Romains, les Grecs, ils ont un peu disparu, mais les Celtes, ils ont conservé pas mal de cette... Le Triskel, c'est ça, le monde des humains, le monde des dieux au-dessus, le monde invisible des morts, des esprits de la nature, qui est conjoint, qui est comme tout ce qui est invisible, quoi. Hein, les morts qui se baladent, enfin, tout ce que voient les médiums, en fait. Et puis un monde supérieur qui, lui, est vraiment le monde spirituel. Ils ne confondent pas les deux, hein. C'est pas pareil. Donc voilà un petit peu, on a la Trinité, avec Neptune aussi, dieu des océans, qui va représenter les forces les plus... d'autres forces, on va dire, divines, et puis Zeus qui représente un peu la force de Dieu utilisable pour les humains, c'est-à-dire le chef-dieu, quoi, le chef-dieu de département. Donc le dieu officiel, quoi, celui qu'on met dans l'église ou dans le temple ou dans la mosquée, quoi, c'est celui-là qu'il faut adorer, c'est le bon. Les autres sont tous faux, évidemment, quoi. Voilà, donc ça, c'est le côté bêta de l'humain qui croit qu'il y a un dieu et qui va forger Dieu à son image. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est Dieu qui est forgé à l'image de l'homme. Donc voilà, donc on retrouve donc Proserpine qui va pouvoir avoir son droit de sortie, qui va être 9 mois par an. Elle va avoir le droit de sortir, et 3 mois par an, elle sera obligée de retourner avec son cher mari. Ah, c'est son sombre mari. Alors, on dit qu'à ce moment-là, les saisons sont apparues. Et avec les saisons, l'astrologie, et avec l'astrologie, la connaissance de l'adaptation au temps, l'adaptation des usages et des actions avec le temps, et avec l'adaptation des actions et des usages avec le temps, correct, apparaît la civilisation. Tout ça. On voit l'astrologie est antérieure à la civilisation d'après la mythologie. Elle fait apparaître et l'agriculture apparaît en même temps. Agriculture et culture, c'est la même chose. Du point de vue cérétien, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la mise en ordre du monde chaotique, de la jungle de la terre, par une volonté humaine qui va se servir de l'intelligence du temps pour dire bah oui, si je plante maintenant, ça va pousser. Si je plante, et on va transmettre ces savoirs
quand planter les choux, quand planter les radis, et comme ça on peut se nourrir et il apparaît l'agriculture. Alors que le chasseur-cueilleur, c'est Adam et Ève, hein. On est dans le paradis originel et il n'y a pas besoin de se préoccuper des cycles. Et on peut retrouver les chasseurs-cueilleurs dans les zones tropicales où il n'y a presque pas de saison. Hein. Il n'y a pas besoin de savoir quand planter puisque tout est déjà planté et il y a des fleurs et des fruits qui alternent à la vitesse qu'ils veulent. Hein. Parce qu'il y a des saisons mais elles ne sont pas clairement définies par rapport aux besoins du végétal. Alors que nous, le besoin du végétal est clairement défini, quoi. En hiver, il n'y a rien à en tirer, quoi, c'est sûr. Voilà. Donc Proserpine va être cette magnifique fertilité du monde quand il est en joie au printemps. Voilà. Alors il y a beaucoup d'astrologues du coup qui attribuent Proserpine avec Taureau, parce que c'est le printemps. Moi j'attribue plutôt à la Balance, on va voir un peu pourquoi. Parce qu'il est lié à l'opposé de la force pénétrante du Pluton, alors qu'on peut dire Bélier Scorpion si on veut, et puis Taureau Balance pour Proserpine. Mais il y a une notion de rencontre de l'autre dans Proserpine très très claire. Alors, je voulais un peu montrer un petit peu avec ici comment il joue Proserpine. C'est-à-dire que quand on fait le grand œil de Dieu, c'est-à-dire la grande conscience supérieure, il y a Bacchus, Apollon et Proserpine qui semblent être les grandes planètes qui imposent une vision supérieure. La vision supérieure du cosmos, la vision supérieure de l'Aikos et la vision supérieure du Logos. Ces trois visions qui ensemble font la vision divine. On peut aller vite en disant que ça c'est savoir où on vit, Aikos, ça donnait le mot écologie, ça c'est savoir qu'est-ce qui circule la pensée, c'est-à-dire le logos, c'est ce qui a donné le verbe, la pensée, les vibrations. Alors même les chakras et tout ça, ça nous paraît des vibrations et tout ça, mais c'est du langage aussi, du langage du corps et tout ça. Le cosmos, c'est ce qui domine tout ça, ça va être justement l'ordre dans lequel sont mises les planètes, qui est un ordre extérieur, mais en fait intérieur de nous. Le cosmos est en nous, ça faut bien comprendre aussi. C'est pas ça qui agit sur nous, c'est ça qui est en nous. On ne le voit pas, on n'arrive pas à le repérer en nous, parce qu'il faut descendre profondément, mais ces trois forces-là dominent. Alors, elles sont des espèces d'extase supérieure de trois autres points qui sont Uranus, Neptune et Pluton, si on veut, qu'on voit en dessous. Uranus représentant l'aspect connaissance du cosmos, donc l'Uranus qui est très important pour ceux qui veulent faire l'astrologie. S'ils n'ont pas une intelligence très très libre, qui puisse éliminer très très vite toutes les croyances, ou tout ce qui est croyances dominantes, politiques, culturelles, il faut qu'ils aient une machine à élaborer l'élimination, Uranus. Il faut que j'élimine toutes les fausses croyances. Se libérer du connu, moi j'ai dit ça à 18 ans, ça m'est tombé dessus comme ça, tac, voilà, de Krishnamurti, voilà un uranien type. On se libère du connu, Uranus. À cette condition-là, on pourra peut-être étudier le cosmos, sinon on ne peut pas. Si on est pris dans le connu, on va projeter sur le thème sa propre vision du monde, et à ce moment-là, ça ne marche pas. Donc le filtre de moi-même, en train de lire le thème, n'est pas vu. C'est un peu embêtant, parce que c'est bien moi-même qui lis le thème. Donc je dois voir mon propre filtre et voir comment il se projette. Si je vois comment il se projette, je peux rectifier au fur et à mesure de ce que je dis. Si je ne vois pas comment mon propre filtre se projette, je suis dans la voyance, je suis dans la devinage, je suis dans la psychologie, hein, je m'adapte au patient, je vois à peu près comment il va. Et voilà, ça peut être quelque chose, mais ce n'est pas de l'astrologie. En aucun cas, c'est de l'astrologie. Toute cette adaptation fine et intelligente avec un langage adapté à l'autre, ce n'est pas de la vraie astrologie. Donc le vrai Uranus commence là, et on a, alors l'Aikos, c'est un petit peu ce qu'on a vu pendant tout le XXe siècle, le logis, on peut le détruire, la Terre, on peut la détruire. Bon, je vous passe, vous savez, et puis toute l'écologie ne parle que de ça, mais il faut se dépêcher de s'en rendre compte parce que les forces du XXe siècle sont encore présentes. Hein. Elles peuvent être équilibrées par les forces proserpiniennes ici, mais à condition qu'on aille chercher Neptune, c'est-à-dire un petit peu de spiritualité. Parce qu'on ne va pas pouvoir aller chercher Proserpine, cette force de transformation par le cœur, qui représente la jeune fille qui s'ouvre totalement, qui se donne, cette espèce de beauté de la première fois, du premier amour. Cette force-là, elle va nécessiter qu'en dessous, il y a une force divine, de manière à ce que ça ne se passe pas comme dans le mythe, quoi, hein, que ce soit une espèce de viol douteux, quoi, en gros. Parce que dans le mythe, on montre ça quand même. Hein. Donc quand Proserpine arrive, à lui seul, il ne suffit pas. Donc le logos, c'est-à-dire le logos, il nous parle de notre intelligence à nous. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment trouver cette intelligence qui va permettre ici, par exemple, de voir, il y a une autre intelligence qui doit apparaître ici, qui est celle du cœur. Et celle du cœur, il faut pouvoir libérer le cœur de ses émotions négatives pour trouver le cœur sacré, ou le sacré cœur, si diraient les chrétiens, qui est le cœur sacré de Proserpine. Hein, la couleur
magenta qui n'est pas rose. Alors là, le cœur là, il va être plus rose parce qu'il va être relié à l'histoire de justement toute la sentimentalité. Alors que là, on passe à un rose, un magenta qui peut être mauve aussi. C'est des couleurs qui passent du côté du violet très facilement aussi. Voilà. Donc et là, on est dans ce cœur sacré qui est Hridayam, que les hindous appellent Hridayam, qui est derrière le chakra du cœur, qui n'est pas le même chakra du tout. Enfin, qui est dedans, on va dire, mais ce n'est pas tout à fait le même chakra. Il n'a pas la même expression, c'est un centre. Voilà. Alors, si ces trois forces ne sont pas vécues, évidemment, on a l'homo roboticus, je vous le fais rapidement. Le vécu est remplacé par le corps machine, c'est ce qu'on essaie de faire. Même la médecine est comme ça actuellement. On a le corps machine, on a des prothèses déjà dans les dents, on peut en avoir dans le corps, on se fait opérer des hanches, on peut avoir maintenant des cœurs artificiels, tout ça. Petit à petit, on va peut-être mettre des nanotechnologies dans le corps, on va vers un corps machine qui va faire une espèce de production de la santé, quoi, avec des machines. Évidemment, il y a pas mal de science-fiction qui avait prévu, c'est une grosse galère parce qu'on est à côté de l'Aikos en réalité. On n'a pas compris ce que c'est que le logis dans lequel on habite. On n'a pas compris la terre sur laquelle on vit, donc on n'a pas compris non plus le corps dans lequel on vit. De même, ici, la puissante libido de la jeune fille va être transformée en mœurs dissolues dans la population. C'est-à-dire qu'en fait, par la télé, par l'internet, tout ça, on va favoriser toute une espèce de sexualité artificielle, virtuelle, qui va projeter des images plutôt que vivre avec le corps ce qu'il a besoin de vivre. Donc le problème n'est pas la sexualité, le problème c'est de la vivre en image au lieu de la vivre avec son corps, quel que soit le vécu que l'on a, il vaut mieux faire plusieurs essais ratés puis avoir de temps en temps un truc qui est bien, que ne pas vivre du tout cette partie là et la projeter dans un univers virtuel qui serait des images de femmes sublimes, souvent truquées. D'ailleurs, toutes les images qu'on a par exemple de toutes les actrices actuellement sont toutes truquées, hein, ça, vous savez. Donc alors les mœurs de la population, si le logos, c'est-à-dire si l'intelligence du cœur n'est pas trouvée, on ne sait plus se rencontrer au niveau du cœur et on peut tomber dans une virtualité sexuelle extrêmement dangereuse, qui va dire que les mœurs, ça va être du pain et des jeux, hein, comme dans la décadence de Rome, et les pains et des jeux, ce qui fait que là, au niveau cosmique, on n'a plus la vision de ce qui doit guider le monde. Si on n'a plus vision de ce qui doit guider le monde, c'est le public en tant que masse qui va crier oui, à mort ou sauvez-le, et on voit réapparaître la République à ce moment-là devient, la République c'est-à-dire les choses publiques, quoi. Les choses du public, au lieu d'être quelque chose qui va être une démocratie intéressante où des gens informés vont pouvoir construire ensemble un monde nouveau, peut devenir une vraie masse manipulée par des gens très habiles à manipuler, qui peut donner une espèce comme dans l'arène des gladiateurs, quoi. Allez, on le jette au cirque celui-là, et on peut voir apparaître, lisez l'Inca, la BD de Jodorowsky, que je trouve toujours intéressante à ce niveau-là, parce qu'il montre bien comment, dans le futur, on peut virer vers une sorte de fascisme doux, comme ça, qui passerait par une autre forme que le bruit des bottes. Évidemment, la solution à ça, elle est en bas, conscience, amour, énergie de vie. La trinité divine peut être retrouvée par les gens qu'on peut appeler spirinos, c'est-à-dire ce que j'appelle moi spirinos, c'est-à-dire des gens qui ne se contentent pas d'essayer de vivre en commun, de retrouver des valeurs communes, mais qui essaient de retrouver des valeurs spirituelles ensemble, c'est-à-dire en commun, à condition de mettre du spirituel à la source, parce que le commun ne va pas forcément donner quelque chose d'intéressant. Voilà, donc on voit que l'énergie de vie peut guérir du corps machine, c'est ce que font tous les gens qui travaillent sur la guérison. L'amour peut remplacer la sexualité virtuelle, et donc la conscience peut remplacer complètement les masses médias, quoi, les télés allumées, tous ces trucs qui manipulent le public en masse. Et si on a cet remplacement-là, on peut retrouver là-haut cette espèce de trinité, le Fils de l'homme qui est aussi Fils de Dieu, le Logos, Fils de Dieu et Fils de l'homme en même temps. Je passe rapidement là-dessus, mais c'était pour vous rappeler un petit peu. Donc vous voyez que Proserpine est un endroit, je dirais, presque charnière. C'est-à-dire que notre époque, ça veut dire que notre époque est charnière. Entre une destruction qui a eu lieu et qui peut se poursuivre, ou le choix de retrouver la dimension cosmique. Cosmos, ça veut dire ordre. C'est-à-dire retrouver l'ordre. Mais l'ordre, j'aime bien la devise du Brésil, c'est ordre et progrès. Mais des fois, le progrès, il peut justement créer un désordre énorme. C'est ce qui nous arrive. Donc, ordre et progrès, c'est bien joli, théoriquement parlant, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Donc, quel est le progrès qu'il faudrait pour il faudrait rejoindre l'ordre cosmique? Et pour ça, il faut le connaître. Si on ne le reconnaît pas, l'ordre cosmique, on dit qu'il n'y a rien que des masses qui tournent sombres dans l'infini et que ça n'a aucun sens,
à ce moment-là, on perd le sens du mot cosmique qui consiste à mettre en ordre aussi notre propre cerveau grâce à l'ordre naturel des choses. Voilà le but de l'astrologie en gros. Hein. C'est évident que c'est pas l'opinion de l'astrologue qui compte, c'est plutôt ce qu'il lit, ce qu'il traduit comme une grammaire. Alors, je vous rappelle, Proserpine, il va créer un rêve, donc Proserpine, mais ce rêve peut être complètement négatif ou positif. Quand il rentre en Bélier, il rentre en avril 1914, c'est intéressant la date. Hein. Donc, Bélier, qui est un signe de guerre, un signe où il est mal. À mon avis, il est en exil à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va donner les plus mauvais résultats à ce moment-là. Le rêve, c'est le rêve de conquête mécanisée. Il y a les avions, les chars, Lisée Tardy avec ses magnifiques BD qui montrent un petit peu tous les gens qui montent à l'assaut avec des machines énormes, des dirigeables, voilà. On n'a jamais fait autant de progrès techniques à cette époque-là. Grâce à vivement la prochaine, donc on fasse à nouveau plein de progrès comme ça, c'est merveilleux. Donc, on peut repérer que cette première... guerre, elle est nationaliste et moderniste, c'est-à-dire qu'elle est à la fois du côté d'une espèce de patriotisme revanchard, et du côté, ça y est, ça reprend, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait une machine qui se déclenchait, je ne sais pas où. Tout le monde a son portable fermé. Bon, 14, on rentre dans une période qui est à la fois, c'est le Bélier, on va revendiquer quelque chose. Et on va avoir un rêve de conquérir l'autre avec sa revendication. Tout le monde doit devenir allemand, pour les Allemands, tout le monde doit devenir français, pour les Français évidemment. Et on a des machines pour convaincre les gens en face. Donc voilà le résultat d'un rêve raté, un rêve qui est dans le signe du Bélier, qui est un signe uniquement centré sur soi. Donc, ensuite, il faut que je regarde à quelle heure je rentre. Alors, il rentre en Taureau, je vais faire alors, il rentre en Taureau en juin 45. On a à peu près l'époque... si vous êtes né à cette époque, ne pensez pas qu'à partir du moment où vous êtes né après juillet 45, vous avez forcément Proserpine donc en Taureau. Parce qu'il va osciller quelquefois entre le début du signe, il va retourner un peu en arrière. Donc c'est la première fois qu'il rentre en Taureau, c'est en juillet 45. Il y a la bombe H juste après qui arrête la Deuxième Guerre mondiale. Fin de tout le conflit armé. Donc, qu'est-ce qu'on va... le rêve que j'ai noté, moi, c'est un rêve de croissance du matérialisme, c'est le Taureau, et donc l'hédonisme sociétal, c'est-à-dire on pourrait tous, si on consomme bien, devenir très heureux. Voilà ce que nous dit Proserpine en Taureau. Et c'est ça qui va commencer aux États-Unis en particulier, puis en Europe, l'aspect de consommation. On peut dire qu'à ce moment-là, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait lieu juste avant, c'est une guerre qui est idéologique, et qui est apocalyptique. On a vu qu'on a cru que c'était une fin du monde, presque. La première était Saturne-Uranus. On passait de Saturne, c'est-à-dire Saturne c'est la nation, je suis français, je suis allemand, à Uranus, je vais revendiquer une force supérieure, celle du matériel, de l'avion, pour mettre en place... Oh là là, c'est terrible, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Excusez-moi, je suis très affirmative mondialisée de l'Uranus négatif, qu'on avait déjà connu avec Napoléon, rebelote. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, c'est Uranus à Neptune, c'est des idéologies qui sont en route. C'est-à-dire, soit il faut choisir, soit on est fasciste, ou nazi, ou communiste, mais il faut choisir son idéologie. Si on est résistant, c'est au nom de l'idéologie. C'est rarement au niveau du patriotisme précédent, c'est souvent au nom d'un humanisme. C'est-à-dire, la chose qui est faite par les Allemands est tellement négative, par les nazis plutôt, puisque c'était plus nazis à cette époque-là qu'allemands. De même que ceux qui résistaient étaient plus résistants au nom de l'humanisme que français ou italiens, ou peu importe, ou anglais ou américains. Donc on s'est trouvé dans une dimension de retrouver des valeurs profondes. C'est pour ça qu'on a cru... Oh là là, ça va être dur, hein. Je ne sais pas ce qui arrive. La force divine par excellence, c'est de nous sauver des méchants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est le côté Neptune qui contient toujours, avant d'être divin, il contient toujours une illusion. Ensuite, on a un petit passage, il y a une conjonction Bacchus-Apollon en 58, je passerai, mais c'est un autre monde est possible. Les gens qui naissent à ce moment-là, 58-59, commencent à créer un autre monde, mais ça ne se voit pas beaucoup. Et on va attendre le Proserpine rentre en Gémeaux, c'est juillet 76. Donc là, en Gémeaux, Proserpine est en exaltation. C'est-à-dire qu'il va vraiment être à l'aise pour faire son travail là, à ce moment-là. Il va pouvoir faire son travail avec toutes les images comme il veut.
Et donc c'est le rêve du réseau informatisé mondial. Le net apparaît à ce moment-là. Évidemment, en 1976, c'est les premières machines, c'est tout. Elles étaient énormes, on ne pouvait pas avoir son petit ordinateur sur les genoux. Il pesait plusieurs tonnes. Ça aurait fait mal. Donc, on a l'apparition de l'ultralibéralisme à cette époque-là, qui colonise la planète parce qu'on a Bacchus qui rentre en bélier. C'est pour une autre raison. Mais l'information qu'apporte Proserpine n'est plus douce que ça. C'est simplement apporter des informations qui circulent partout, de manière agréable. On a cru que ce serait le Minitel en France, puis en fait ça a été le net. Mais le Minitel avait donné déjà ses lettres de noblesse, puisqu'il y avait un numéro, je ne sais plus, c'était plus combien, c'était le 3615, voilà. Le 3615 avec le 15 qui est en tarot, c'est le diable. Et on s'est aperçu, alors qu'on prévoyait une petite fréquence sur ce numéro-là, puis c'était la fréquence la plus utilisée par les Français, donc on a commencé à comprendre que les gens ne chercheraient pas que les PTT là-dessus, qu'ils commençaient à chercher, donc le rêve du net n'était pas très toujours net. Voilà. Et on a, depuis ce temps-là, Proserpine qui est rentré en Cancer. Donc, alors, juste pour dire, à partir de 73, dans la période où Proserpine est en Gémeaux, on a la Troisième Guerre mondiale qui commence. Moi, j'appelle ça la Troisième Guerre mondiale. C'est une guerre qui va de Neptune à Pluton, c'est-à-dire qu'il va assumer la négativité plutonienne portée par tout le XXe siècle, mais l'assumer de manière cachée derrière Neptune. On voit que les États-Unis vont être un petit peu le fer de lance de cette nouvelle conquête. Et c'est une guerre financière et capitalistique. Capitalistique, ça veut dire en fait elle n'est pas tant liée à l'idéologie du capitalisme que l'acte réel plutonien d'amasser des sommes énormes pour les mettre dans l'escarcelle d'un seul. Donc ça, c'est des actes qui sont réels, qui sont extrêmement puissants au niveau mondial. Et puis, alors là, c'est août 2007, donc c'est très très récent. Et donc là, le signe du Cancer, c'est un signe féminin. Proserpine arrête de donner toutes ces informations, c'est-à-dire que le féminin a porté son message aux individus. Et donc, quand Proserpine rentre en Cancer, là, on est dans une énergie hyper féminine, hyper féministe, ça voudrait dire autre chose, hyper féminisante, on va dire, qui rentre dans un signe qui est lui-même hyper féminin, le Cancer. Donc là, on a un danger qui apparaît à partir d'août 2007, et c'est que le féminin l'emporte de manière tellement excessive qu'il entraîne une féminisation du monde dans ses défauts, le défaut du féminin. Alors vous savez, quand on fait l'astrologie taoïste, on essaye l'astrologie universelle mutation, c'est un peu pareil, on essaie toujours d'équilibrer en fait le yin avec le yang. C'est le principe, et Proserpine est venu pour équilibrer le Pluton. Donc quand il a donné, par exemple, l'altermondialisme dans sa période, quand il était en Gémeaux, il a donné vraiment toute cette jeunesse qui a défendu le fait qu'il n'y avait qu'une seule planète, il était hyper positif. Quand il rentre en Cancer, on va voir apparaître, alors je vais lire un peu si j'arrive à lire mes trucs, parce que j'ai tellement mal aux yeux, si ça va aller, rêve du retour aux origines, voilà les mots-clés. On peut penser au mot roots en anglais. Rêve du retour aux origines. Roots. Ouais, roots, comme les racines. Comme les rastas. Les racines. Donc, on va essayer de retrouver les racines très très fortement, mais le problème, c'est que c'est tellement fort de l'hyper-féminin du féminin que ça peut devenir carrément ce qu'on appelle le communautarisme, quoi. Ou le patriotisme, ou le nationalisme. Ça peut devenir tous les ismes, mais cette fois reliés à une terre. On va se sentir appartenir à tel peuple de manière tellement puissante qu'on va être capable d'écraser tout ce qu'il y a autour pour dire non, non, toi, t'es pas français, t'as vu ta tête, et toi, etc. On a vu ça apparaître très clairement. C'était possible à annoncer, moi j'avais déjà fait en août 2007 et les gens m'avaient ri au nez quand je leur avais dit que j'annonçais une espèce de retour d'un fascisme doux. Évidemment, on est en Cancer, c'est pas dur, c'est doux, c'est gentil, mais dans les urnes, ça peut s'exprimer, voilà, ça peut amener le pire. Vous savez, l'anagramme de Marine Le Pen amène le pire. Et c'est une femme, c'est une belle blonde aux yeux bleus, enfin belle, elle a la mâchoire de son papa, donc ça diminue quand même le charme, mais bon, elle sait être charmante quand même, elle a moins le côté morgue, agressif que bulldog du père, et du coup ça passe vachement bien, quoi, cette histoire. On a les mythes de la Grande Mère aussi qui reviennent. Ces mythes de la Grande Mère,
peuvent être, c'est du féminin archaïque, qui peuvent être tantôt très positifs quand par exemple Gaïa a permis, la notion de Gaïa a permis de créer une conscience collective. Que les photos de la Terre vues du ciel, il faut comprendre qu'on a un habitat tout petit, et que si on n'en prend pas soin, il n'y aura pas d'autre, quoi. Donc quand on sait que moi, un Américain, il lui faut, si tout le monde était américain, il faudrait 8 planètes maintenant, je crois. Si tout le monde était français, il faudrait 4 planètes. Donc il va falloir se battre pour que les Africains, les Asiatiques, tout ça, crèvent de faim, et qu'ils disparaissent, pour qu'on puisse continuer. Si on ne veut pas ça, si on veut rester humain, ben, il va falloir qu'on diminue notre dose de viande, c'est bien connu. Parce que ce que les vaches broutent, c'est le végétal, cette protéine végétale pour faire une protéine animale, donc gâchis multiplié par 7. Donc à chaque fois que, ça je le répète à chaque fois, mais c'est important à comprendre, c'est pas de l'opinion, hein, vous verrez plus tard que ça deviendra une obligation presque. Si les gens ne le font pas, il y aura une espèce d'écofascisme qui va apparaître. Alors les gens se révolteront, ce sera complètement idiot, parce qu'on est obligé de faire ça, sinon on va faire crever beaucoup de monde. Et les gens vont arriver en masse de plus en plus, parce qu'ils en crèvent. S'ils n'ont rien à manger, ils vont venir chez nous. Et ils vont nous dire, mais attendez, regardez, nous, ce qui se passe. Et quand on analyse ce qui se passe, c'est à cause de nous, c'est pas à cause du gouvernement mondial, ça c'est des conneries d'Internet, c'est à cause de ce qu'on mange tout bêtement. Donc on mange 35 fois plus de viande qu'au début du XXe siècle, 35 fois plus, non pas 3 fois plus. J'ai vu des gens qui avaient cru que c'était 3,5, non, c'est 35 fois. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc ça, ce que je dis, c'est pas des opinions, c'est du scientifique. Il y a des gens qui étudient de fabriquer des protéines synthétiques pour éviter ça. Mais sachez que dans les végétaux, de manière très naturelle, vous avez toutes les protéines qu'il faut, donc c'est complètement idiot d'aller les chercher. Parce que tant que vous demandez une protéine animale, vous demandez aux gens d'abattre la forêt amazonienne pour faire paître les vaches, enfin pour donner paître les vaches, et pour faire pousser le soja surtout, qui nourrit en grande... Il y a aucun... Si vous arrêtez l'importation de soja, il n'y a plus d'animaux, ils crèvent tous dans les champs, les vaches. On ne peut pas nourrir tant d'animaux sur la surface de la France, c'est impossible, il y en a beaucoup trop. C'est grâce au soja qui vient d'Amérique du Sud. Donc, si vous arrêtez ça, donc l'idée que, bah oui, mes grands-parents, on aimait bien bife, mais oui, bien sûr, mais vous ne mangez pas comme vos grands-parents. Vous mangez 35 fois plus. Donc, je signale, c'est important, 35 fois plus, c'est pas 3 fois plus. Donc, il suffirait de diminuer un tout petit peu, voilà, et de dire que pour le corps, moi je ne revendique pas forcément le végétarisme, même si moi je le suis, je dis c'est bien, mais on peut aussi ne pas être végétarien, c'est possible. Mais à ce moment-là, sachez que pour le corps, en naturopathie stricte, et non pas celle de Masson, qui est un arrangement commercial, mais qui n'est pas vrai, qui n'a pas été vérifié scientifiquement, la naturopathie stricte, celle que pratique Kiefer, qui est aussi végétarien d'ailleurs, mais qui donne le droit aux gens de... Enfin le droit, non, mais il donne l'opportunité aux gens de voir comment manger des animaux. Et en fait, la dose animale, c'est de l'ordre d'une fois par semaine, un animal. Donc ça fait pas... C'est ça la dose normale pour le corps humain. Dès que vous dépassez ça, vous êtes en excès. Alors je sais que ça fait drôle d'entendre ça, mais donc il y a beaucoup de maladies qui arrivent par rapport et elles vont augmenter de plus en plus. Hein. Ne croyez pas que l'espérance de vie va augmenter. On se base sur des gens qui ont 100 ans maintenant, 120 ans, mais ceux qui ont 120 ans maintenant, il faut voir comment ils étaient nourris quand ils étaient petits. Et quand ils étaient petits, et si vous calculez 120 ans, ben vous vous retrouvez à l'époque où on mangeait 35 fois moins de viande qu'aujourd'hui. Donc, très souvent, d'ailleurs, c'est des personnes qui vivent très longtemps, ont eu des... Pas à l'échelle individuelle. Hein? Là, 35 fois plus, c'est à l'échelle... À l'échelle de... Non, pas mondiale, hein, non, pas mondiale, bien sûr. Que les Français ou les Occidentaux. Hein. Au niveau mondial, ce n'est pas là, bien sûr. Au niveau mondial, des gens... Enfin, les Africains ont tendance à avoir cette tendance-là aussi. Mais bon, vous prenez des pays entiers comme la Chine, comme l'Asie, comme l'Inde, tout ça, ils ne mangent pas autant, non, c'est très très peu. Parce qu'ils sont encore très près de la nature, mais ça change à toute vitesse. Non, je parle, c'est des chiffres qui sont pour les Français, 35 fois. Pour les Américains, on est beaucoup plus. Ce qui fait qu'il y a des maladies terribles qui apparaissent. Et maintenant, les trucs sont plus censurés. Les recherches, vous pouvez trouver sur Internet maintenant, depuis qu'Obama est passé, j'avais annoncé que c'était l'un des seuls dirigeants qui avait Apollon, qui était très très puissant dans son thème. Et qui donc, on a la même chose avec maintenant Hollande. C'est deux dirigeants très très rares qui n'ont pas de dominante plutonienne très nette, ou martienne, comme le dernier, là, Sarko, et donc qui peuvent porter énormément de positifs. En potentiel, évidemment, ça dépend de la politique qu'ils ont le droit de faire, et de leur appareil politique auquel ils appartiennent leur permettent de faire, et de leurs convictions aussi. C'est pas le thème qui fait, le thème donne que la tendance. Mais on a affaire à des gens qui sont profondément humanistes, et c'est très très rare à la tête des États. Obama est profondément humaniste, et Hollande aussi. Bon, c'est déjà une chance.
Donc après, il est évident qu'il n'a pas envie de changer les choses dans le sens que les altermondialistes pour l'instant. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire quand ça va commencer à aller mal, comme ça se passe en Grèce actuellement? Voilà, on peut se le demander. En tout cas, je vais essayer de vous décrire ce premier film d'un cancer parce qu'on en a pour 30 ans quand même, donc c'est intéressant à partir de 2007. Donc, il va y avoir une crise qui est une quatrième guerre mondiale qui a commencé en 2001, qui est la guerre vampirique qu'on avait avant de l'ultralibéralisme. Elle passe à une guerre qui est médiatique cette fois. Elle est médiatique, elle est manipulatrice et elle est abétissante. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de faire penser les gens complètement de manière infantile. Et ça, c'est déjà organisé. Ça a commencé en 2001, à peu près, avec les tours et tout ça, où on a dit que les gens... Alors, il y a tellement de choses qui ont été cachées qu'il y en a qui ont cru qu'on avait fait sauter les tours. C'est pas aussi simple que ça. Mais disons qu'ils prennent quand même les gens pour des imbéciles globalement, leur faisant croire des tas de choses. C'est une technique, hein. C'est une nouvelle technique de gouvernement. On s'aperçoit que si on veut rester démocratique, il faut absolument que les gens ne se rendent compte de rien. Donc, il faut les abêtir. De manière que quand ils aillent voter, globalement, ça soit dans le bon sens. Donc vous allez assister, vous allez être les cobayes, une entreprise gigantesque a déjà commencé d'abêtissement. Le net semble, puisqu'il appartient à la génération présente de Proserpine en Gémeaux, il semble résister à ça, mais à condition que vous puissiez voir les barrières à cette résistance et les défendre. Dans chaque guerre mondiale, c'est ce que je dis à chaque fois, il y a des résistants, des collabos. Au moment où la personne est collabo, elle ne sait pas qu'elle est collabo. Elle dit les autres c'est des terroristes. Moi j'obéis au pouvoir et je fais comme il faut. Donc essayez de vous poser les vraies questions pour voir par rapport à ces 4 guerres mondiales où vous en êtes de votre cheminement, parce qu'elles vont assez vite quoi, et elles sont en train de faire des victimes par milliers. J'appelle ça guerre à partir du moment où il y a des morts. Hein, où il y a des morts par milliers, c'est une guerre. Donc il y a eu des morts par milliers par le système ultralibéral, qui est accompagné automatiquement du système de la viande qui va avec, et qui fait des milliers de morts au niveau de la famine. On a un autre système maintenant qui va tuer non plus des corps, il va continuer à en tuer, mais peut-être moins, je ne sais pas, parce qu'en cancer ça peut se tasser, je ne sais pas. Par contre, le but c'est de tuer l'intelligence humaine, c'est-à-dire de tuer l'originalité des êtres, le Capricorne représentant l'être qui grimpe au sommet de la conscience humaine en trouvant ce qu'il y a de plus magnifique dans l'être humain, c'est-à-dire le langage de l'homme, de l'âme, le logos, le langage de l'âme. Le Capricorne peut découvrir ça au sommet de ça, voilà. Puis ça arrive au Verseau, cette connaissance partagée. Si vous ne faites pas ce mouvement d'ascension, évidemment, le Cancer, c'est ce qui s'y oppose à ça, qui va dire non, redescends, calme-toi, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs compliqués, t'as qu'à vivre comme tout le monde, tu vas au supermarché, puis tu te fais pas chier, puis voilà. Et voilà. Donc il va y avoir un côté réactionnel ou réactionnaire. Hein. Réactionnel, c'est le Cancer au niveau émotionnel, pour tout le monde, tous les gens qui ont du cancer le savent, il y a un petit côté réactionnel, mais réactionnaire, c'est pas pareil, c'est quand ça s'installe au niveau politique. Il ne faut pas dire que tous les cancers sont réactionnaires, c'est pas ce que je dis, mais ils peuvent le devenir, parce qu'il y a toujours un goût du passé, c'était mieux avant. Donc attention, le côté réactionnel peut entraîner un côté réactionnaire. Et donc, l'infantilisation des masses, à mon avis, va se passer sous une forme, ce que j'appelle le new fascism fashion, c'est-à-dire vraiment branchitude absolue, mais avec des belles bottes en cuir et des insignes nazis qui passeront très bien. Enfin, il va y avoir, ça vient en Hongrie, ça vient en Grèce, il y a un côté, alors je dis ça en rigolant, mais ça va prendre une forme, il faut pas oublier que comme on est dans un hyper féminin, ça va passer par la mode, c'est-à-dire que ça va être les femmes qui vont devoir être les plus résistantes à ça, parce qu'elles vont être charmées par le côté d'une mode qui ramènerait une forme de fascisme. Alors il va falloir réfléchir comment, mais sous la forme de quelque chose qui est un pouvoir. Alors ça peut être arborer des insignes militaires, ça peut être arborer le côté botte de cuir et je te fouette et tu vas me lécher les bottes. Enfin bon, il peut y avoir toutes sortes de choses comme ça qui sont des systèmes en fait qui peuvent prendre origine dans une sexualité plus ou moins épanouie d'ailleurs, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais l'idée, c'est que là-dedans, il y a une histoire de domination, à nouveau. On a eu la domination pendant le XXe siècle de l'hypermasculin, Mussolini, Hitler, ça c'est l'hypermasculin à fond. Même Freud, c'est dénoncé maintenant avec le psychanalyse où il y a quand même les femmes, il leur manque un truc, donc c'est pour ça qu'elles sont tout le temps frustrées. Oui, d'accord. Enfin, l'explication elle est un peu courte, comme on dit. C'est canon de dire. Avec le phallus, tout ça qui est mis à toutes les sauces. Manger à toutes les sauces. Bon, voilà.
on règle ce problème. Donc apparemment, on lui a réglé son compte, petit au papa Freud. On commence à voir qu'il avait un petit problème peut-être du côté de la reconnaissance du féminin. Mais là, on peut avoir le problème exactement inverse, une dominance du féminin qui va venir et qui va faire plonger dans quoi? Ben justement, ça va être l'objectif soit hyper féminin, soit l'objectif jeunisme aussi, puisque alors bon, excusez-moi, mais je dis ce qui sort, hein, c'est des archaïsmes. Hein. Quand est-ce que la femme est très jolie? Bon, en gros, c'est entre 16 et 24 ans. Donc on va voir apparaître une espèce de survalorisation de la jeune femme, survalorisation du jeunisme. Donc si vous avez plus que ça, désolé mesdames, vous êtes hors jeu. Mise en valeur uniquement d'images, ça se voit déjà dans la publicité, hein, c'est très très clair, mais on va petit à petit voir le féminin jeune mais mis par toutes les sauces, avec le désir évidemment chez les femmes de dire ah ben ouais j'aimerais bien être encore comme ça donc je vais essayer, des tentatives désespérées de se retirer la peau et tout ça qui vont devenir remboursées par la sécu, hein. Moi, on va vers ça pendant les 30 qui viennent, des trucs ok, ça sera normal parce que si j'ai un rôle par exemple d'hôtesse d'accueil quelque part, ça sera remboursé par ma boîte le fait que je me fasse tirer les peaux ou remonter les seins, je sais pas, etc. Donc, et on va rentrer dans une espèce d'infantilisme total qui consiste... Pourquoi j'appelle ça l'infantilisme? Ça consiste à ne pas accepter la vie telle qu'elle est. C'est un manque de maturité totale. C'est-à-dire que si on s'aime profondément avec quelqu'un, que la personne ait des rides, au contraire, ça peut être très joli. Surtout que si on s'aime beaucoup, on a des rides de rire et de bonheur, donc c'est plutôt beau. Donc ça se passe très bien. Ça se marque sur le visage. Donc, ok. Donc la question va être là de la maturité qu'on a par rapport à ce processus d'infantilisation. Est-ce qu'on l'accepte ou on n'accepte pas? Et là aussi, on va compter les collabos dans le monde de la mode et les résistants dans le monde de quoi? Peut-être d'autres modes, pourquoi pas? Mais il va falloir trouver une manière de résister à ça, parce que le but, c'est quand même de rapter en fait l'intelligence humaine, de faire qu'il soit plus possible de penser de manière hors du look, quoi. Un petit peu, hors de tout ça. Ça a déjà commencé, hein, ça fait très laid. Moi, je l'ai fait commencer en 2001. On voit bien que les années 2000 ont été envahies par ça. Et maintenant, plus aucun magazine peut sortir sans ces photos en couleur, voilà, de nanas retouchées à mort, quoi, parce qu'on veut prouver quelque chose par là. Donc la question, c'est comment comprendre à quoi résister, je veux dire, intérieurement aussi, hein, et puis prioritairement, extérieurement aussi d'ailleurs, parce que extérieurement, ça va créer des incitations dans des comportements, dans des tas de... Il ne faudra pas plus dire ça, il faudra plus se comporter comme ça. Donc voilà. Et donc, à quoi résister prioritairement? Proserpine nous indique que la vraie valeur de Proserpine, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller dans le véritable amour et ne pas confondre ça avec le mot. Et tout le problème est là, parce que le New Age, dans sa surface et dans ce processus-là, il a compris que le processus était... Alors, on va un peu lire un petit peu les... Où est-ce que j'ai mis ça, moi? La petite liste. Elle est là, au dos. On va un petit peu lire l'hyper-masculin, l'hyper-féminin pour vous montrer un petit peu comment ça... Pas obligé de noter ça, ça va aller un peu vite. Hein. Mais c'est... Voilà, on passe du patriarcat depuis 5000 ans et on peut complètement tomber en matriarcat. Qui peut nous ramener à la préhistoire. Pourquoi? Parce que dans le matriarcat, il y a une force qui arrête le progrès. Dans le sens qui va dans le mur actuellement, c'est pas une mauvaise chose.